Voici la correction de quelques exercices sur les spectres et les diagrammes de niveau énergétique des atomes. Donc, dans cette vidéo, la correction un peu plus détaillée des exercices numéros 27, 30, 31 et 32. C'est parti! Donc, un petit exercice sur la lampe à vapeur d'hydrogène. Donc, en TP, on avait étudié un petit peu en détail la lampe à vapeur de mercure. En classe, vous auriez pu aussi observer une lampe à vapeur de sodium, plutôt jaune, c'est la vapeur de mercure et plutôt violette. Et ici, la lampe à vapeur d'hydrogène émet une lumière rose qui provient en particulier de la raie rouge très intense de son spectre d'émission que vous avez de représenter ici. Vous avez également les différents niveaux d'énergie de l'atome d'hydrogène dans le diagramme. Donc on vous demande tout d'abord quelle est l'énergie minimale en électronvolts qu'il faut fournir à l'atome d'hydrogène pour l'ioniser à partir de son état fondamental. Donc on nous demande de calculer ici l'énergie qu'il faut fournir à l'atome pour que l'électron, le seul de l'atome d'hydrogène qui, à l'état fondamental, se trouve sur la couche n égale 1, en effet, même sur la sous-couche 1s, qui est donc lié à l'atome avec une énergie de 13,6 électronvolts, jusqu'à l'état d'ionisation de l'atome, c'est-à-dire état dans lequel l'électron s'est échappé, a été libéré, n'a donc plus aucune énergie d'interaction avec l'atome, donc une énergie nulle. Donc le delta E, c'est la différence entre le niveau d'énergie E infini et le niveau d'énergie E1. Delta E est donc égal à 0 moins 13,6 puisque les valeurs des niveaux énergétiques ont des valeurs négatives et donc on a un delta E de 13,6 électronvolts. Question suivante. Au fur et à mesure de leur découverte, les transitions électroniques de l'atome d'hydrogène ont été classées en série, avec des noms donnés par les physiciens qui les ont découvertes. Donc en supposant que toutes ces transitions sont possibles, vous verrez en bac plus X que toutes les transitions ne sont pas possibles. Mais pour nous, c'est complètement hors programme. Donc on les considère toutes possibles. On vous demande, petit a, de représenter en vert sur le diagramme la série appelée la série de Balmer, qui correspond à la désexcitation jusqu'au niveau n égale 2, donc de tous les niveaux supérieurs jusqu'au niveau n égale 2, découverte par M. Balmer. Ensuite, on vous demande de représenter en rouge la série de Lyman, c'est la désexcitation jusqu'au niveau n égale 1, et en bleu, la série de Paschen, qui correspond à la désexcitation jusqu'au niveau n égale 3. Donc on a ici en vert dans la série de Balmer 4 transitions, en rouge dans la série de Lyman 5 transitions, et en bleu dans la série de Paschen 3 transitions. Question 3. On nous demande pour la transition de Lyman de plus grande énergie, de calculer l'énergie des photons qui sont émis, d'en déduire la longueur d'onde dans le vide du rayonnement émis, et enfin, observe-t-on la raie correspondante à cette transition sur le spectre d'émission représenté en début d'exercice. Et pourquoi? Donc l'énergie du photon émis correspond à l'énergie perdue par l'atome pour passer de son état excité E6 à son état fondamental, noté ici E1. On a donc une énergie du photon qui est de 13,23 électronvolts. On sait que l'énergie du photon est liée à la longueur d'onde de l'onde électromagnétique émise par la relation E photon égale hc sur lambda. On peut donc en déterminer la valeur de lambda qui est égale à hc sur l'énergie du photon. Donc en mettant les valeurs dans les bonnes unités, c'est-à-dire l'énergie du photon en joules, donc en multipliant 13,23 par 1,602 10-19, en prenant la valeur de la constante de Planck H 663 10-34 et la célérité de la lumière C 3,0010 puissance 8, on obtient une valeur
de la longueur d'onde lambda de 9,385 10 puissance moins 8 mètres, soit 93,9 nanomètres, puisqu'on doit écrire notre résultat ici avec 3 chiffres significatifs. Donc cette raie n'est pas observée ici sur le spectre, puisque 93 nanomètres, on est en dessous des 400 nanomètres, début du domaine du visible, on est donc à l'extérieur du domaine du visible. Donc maintenant dans la question 4, on va s'intéresser à la série de Balmer, qui en fait a été la première découverte, simplement parce qu'elle était dans le visible. On vous demande de calculer l'énergie en électronvolts des photons associés au rayonnement de la raie rouge, responsable de la couleur de la lampe à vapeur d'hydrogène, c'est-à-dire la raie H-alpha. Et enfin, à quelle transition correspond cette raie dans le diagramme énergétique? Donc, on utilise pour calculer l'énergie du photon émis lorsque l'on connaît la longueur d'onde correspondante, toujours la même relation, E photon égale Hc sur lambda, avec lambda toujours en mètres. Donc, je vous rappelle que le nanomètre, c'est 10 puissance moins 9 mètres. On obtient donc une énergie du photon qui est de 3,03 10 moins 19 joules. Pour avoir la valeur en électronvolts, on divise par 1,602 10 moins 19 et on trouve donc une énergie de photon qui est de 1,89 électronvolts. Donc pour trouver à quelle transition correspond cette raie, on va calculer les variations d'énergie entre chacun des niveaux excités et le niveau n égale 2, puisque c'est ce qui correspond à la série de Balmer. On trouve delta d'énergie entre les niveaux 6 et 2, 3,02 électronvolts, entre les niveaux 5 et 2, 2,85 électronvolts, entre 4 et 2, 2,54 électronvolts, et entre 3 et 2, 1,88 électronvolts. Donc en comparant aux résultats obtenus à la question précédente, on trouve que la raie H-alpha rouge correspond à la transition du niveau n égale 3 vers le niveau n égale 2. Maintenant, corrigeons l'exercice numéro 30 sur la production des rayons X. Donc lorsqu'on bombarde un élément chimique avec un faisceau d'électrons, on excite celui-ci en perturbant ses couches électroniques. Si les électrons du faisceau ont une énergie suffisante, les couches internes des atomes sont perturbées et les niveaux énergétiques des états excités peuvent différer de plusieurs milliers d'électronvolts. C'est le cas par exemple de l'élément chimique, le molybdène, dont le diagramme énergétique vous est donné juste en dessous. On vous demande de représenter toutes les transitions énergétiques pouvant s'accompagner d'émissions d'un rayonnement, en supposant qu'elles sont toutes possibles. Ensuite, quelle est la transition la plus énergétique et en calculer la variation d'énergie ΔE correspondante. De calculer la longueur d'onde de la raie du spectre d'émission qui correspond à cette transition. Et enfin, à quel domaine appartient ce rayonnement. Donc, pour qu'il y ait émission d'un rayonnement, c'est une désexcitation, c'est-à-dire qu'on passe d'un niveau excité élevé à un niveau inférieur. Les transitions possibles sont donc les transitions du niveau E3 au niveau E2, ou du niveau E3 au niveau E1, mais également du niveau E2 au niveau E1. Donc ici, 3 transitions possibles. La transition la plus énergétique parmi ces 3 est la transition du niveau le plus élevé vers le niveau le plus bas, donc la transition de E3 vers E1. Donc le ΔE que l'on trouve est de 19 600 électronvolts. Donc en utilisant toujours la même relation, comme quoi la longueur d'onde égale Hc sur la variation d'énergie qui correspond à l'énergie du photon, en faisant bien attention de mettre cette énergie en joules, on obtient une longueur d'onde lambda de 6,34 10-11 mètres, puisqu'ici on est avec 3 chiffres significatifs. Donc sur le spectre des ondes électromagnétiques, on remarque une longueur d'onde en 10 puissance moins 11 mètres correspond au rayon X. On est rassuré, c'était le titre de l'exercice.
Alors, l'exercice 31, un petit retour sur la boule à plasma qui était en introduction du chapitre 3 sur les champs électriques. Après avoir fait un petit retour sur le chapitre 1 et la spectroscopie. Et oui, vous vous en rendez compte de plus en plus, en physique-chimie, tout est lié. Donc ici, une boule à plasma est un objet de déco, il s'agit d'une ampoule remplie de gaz. On applique une forte tension entre la sphère centrale et l'ampoule. Certains atomes du gaz s'ionisent, alors dans ce cas-là, et émettent des électrons avec certaines énergies cinétiques. Ces électrons fournissent à d'autres atomes du gaz de l'énergie par collision et les excitent. Ces derniers se désexcitent ensuite en émettant de la lumière. La couleur de la boule à plasma dépend des atomes présents dans l'ampoule. Le constructeur indique que sa boule contient en particulier des atomes de néon. Si on observe à l'aide d'un spectroscope à lumière, la lumière émise par la boule à plasma, quel type de spectre va-t-on observer si vous utilisez votre super spectromètre do it yourself que vous avez fait? Qu'est-ce que vous observez comme spectre? Un spectre continu ou un spectre discret, un spectre de ray d'émission? Deuxième question. À l'aide de l'extrait du diagramme d'énergie de l'atome de néon, expliquez pourquoi on observe des lumières orange, vous corrigez la petite erreur, dans la boule à plasma que vous avez ici sur la photo. On vous précise que la longueur d'onde du orange est d'environ 620 nanomètres. Donc ce que l'on va observer, c'est un spectre discret, un spectre de ray d'émission, puisque lorsque l'on a une lampe à vapeur de gaz, on a uniquement des raies dues à des radiations quantifiées. Et non un spectre continu qui, lui, sera obtenu juste par l'émission de lumière par un corps chaud, ce qu'on appelle le rayonnement du corps noir. Donc pourquoi cette boule est orange? Donc la longueur d'onde du orange, c'est environ 620 nanomètres, ce qui correspond à une différence d'énergie entre les niveaux d'énergie de l'atome de 2 électronvolts. Toujours le même calcul qu'on a fait dans les différents exercices. Et 2 électronvolts, c'est la différence que l'on a entre le niveau d'énergie moins 0,9 électronvolts et moins 2,9 électronvolts. Les autres transitions, si on fait le calcul, ne sont pas dans le visible. Donc, on a bien ici, par rapport au diagramme d'énergie qui nous est fourni, qui correspond à celui du néon, une émission dans le visible qui correspond à une radiation orange. Voilà pourquoi on voit la boule orange. Maintenant, exercice 32, on revient sur les aurores polaires, l'introduction du chapitre. Donc comment et à quoi est due une aurore polaire? Ce sont des particules en provenance du Soleil qui sont piégées dans le champ magnétique de la Terre, qui est d'ailleurs plus intense au pôle. C'est pour ça qu'on voit plus les aurores boréales au pôle. Elles cèdent leur énergie aux atomes de l'atmosphère. Ces atomes excités se désexcitent et émettent de la lumière. Donc, à l'aide de l'extrait du diagramme d'énergie de l'atome d'oxygène, atome présent à forte proportion dans l'atmosphère, puisque on le retrouve dans l'oxygène, le dioxygène, l'ozone, le dioxyde de carbone. On va expliquer pourquoi on observe des lumières vertes lors des aurores polaires. Donc, si on calcule la différence d'énergie libérée lors de la désexcitation des atomes d'oxygène du niveau d'énergie moins 1,97 électronvolts au niveau d'énergie moins 4,17 électronvolts, on obtient une énergie du photon de 2,2 électronvolts. Donc la longueur d'onde correspondant à la radiation due à l'émission de ces photons est lambda égale hc sur delta E, avec ce delta E à toujours mettre en joules. On obtient donc une longueur d'onde de 564 nanomètres. Et dans le spectre du visible, que vous pouvez retrouver des tableaux plus ou moins précis sur internet, on trouve en effet
que le vert va de 520 à 565 nanomètres. Donc notre longueur d'onde 564 nanomètres correspond bien à du vert. C'est pour ça que l'on observe des aurores polaires, souvent de couleur verte. On en observe également d'autres couleurs qui sont dues à des atomes différents de l'oxygène, également présents dans l'atmosphère. Merci bien, c'en est terminé pour cette séance de correction d'exercice.